Bonsoir, chers confrères, chères consoeurs. Bonsoir tout le monde. Au nom de l'équipe de l'URPS des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne, nous vous souhaitons la bienvenue à cette soirée de sensibilisation consacrée à l'antibiorésistance et aux pathologies dentaires. Nous sommes ravis de vous voir en nombre, connectés pour ce sujet très important pour nous, chirurgiens dentistes. Notre URPS est intervenu à ce sujet lors de la 9e journée antibiotique en danger, présentation réalisée par le docteur Bruchier. Ce soir, nous remercions le docteur Julie Guillet-Thibault, maître de conférence des universités et chirurgien dentiste, experte en stratégie de lutte contre l'antibiorésistance en odontologie. Sa présence et sa présentation à suivre nous donneront l'occasion de réfléchir à nos pratiques et de nous poser les bonnes questions. Au programme de ce soir, donc, nous allons avoir dans un premier temps une présentation par le docteur Guillet à travers un résumé des recommandations en vigueur et des actualités, ainsi que des cas cliniques en interactivité avec vous-même. Dans un second temps, il y aura un temps d'échange entre nous tous sur nos pratiques actuelles de praticiens libéraux. Je vais donc laisser la parole au docteur Marine Caillot, médecin infectiologue, et Yann Guégan, médecin généraliste, pour une présentation du CRATB, du CRATP, Ça. le Centre régional en antibiothérapie de Bretagne, que nous remercions de co-organiser avec nous cette soirée. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Nous, on est ravis de participer à cette soirée avec Yann Guégan, qui est médecin généraliste donc au CRATB, c'est le Centre régional en antibiothérapie, et moi, je suis donc infectiologue. On remercie également le docteur Julie Guillet-Thibault qui a accepté de faire cette formation ce soir, et puis également pour les échanges qu'on a pu avoir ensemble en amont pour préparer cette soirée. Et peut-être juste rapidement pour vous parler du CRATB, qui est en fait une structure qui est assez récente en Bretagne, parce qu'on a été créé il y a moins de 2 ans. Donc on est une structure d'expertise et d'appui en ce qui concerne le bon usage des antibiotiques. On a plusieurs casquettes, et notamment une casquette en ce qui concerne l'animation de réseaux de professionnels de santé, notamment le réseau des référents en antibiothérapie, et le réseau, on est en train de créer un nouveau réseau qui est celui des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, donc ça c'est pour 2023. Et puis on a également une casquette sur la formation, et pour ça en fait on a créé un site internet qui s'appelle Antibiotique Bretagne, qui va être mis en ligne d'ici la fin de l'année. En fait, on vous en parle, on en profite de vous en parler ce soir, parce qu'il y a une partie du site internet qui est en fait dédiée aux chirurgiens dentistes. Voilà, donc c'était un peu l'occasion de commencer à vous en parler. Quand le site il sera tout prêt, on fera bien sûr passer le lien à l'URPS. Donc, le site sera accessible via cette adresse internet qui est sur votre écran, antibiotique avec un s-bretagne.fr, et vous amènera directement sur ce site-là où vous pourrez voir les actualités en Bretagne concernant l'antibiorésistance et les formations qui vous sont dédiées. Euh, alors, concernant le bon usage des antibiotiques, donc en haut, là, vous pourrez cliquer sur l'onglet et avoir accès à ce qui concerne votre spécialité, la chirurgie dentaire, avec les dernières recommandations et celles à venir. Voilà, avec les petits topos des journées réalisées lors des journées de sensibilisation à l'antibiorésistance. On a déjà mis quelques vidéos tournées lors des journées 2021 et 2022. Voilà. Vous pourrez parcourir tout ce site, avoir accès également aux formations. Là, vous pouvez voir, donc c'est accessible pour vous également, si vous avez envie de vous tester sur l'antibiorésistance, un escape game qui est déjà accessible via le site du CEPIAS, mais qui est d'ici quelques jours, une fois que le site sera en ligne, accessible aussi via notre site antibiotique-bretagne.fr. Voilà, c'est un petit jeu qui dure 30-40 minutes pour vous tester. Voilà. Et toutes les informations et le retour sur les différents topos de nos journées. Je ne sais pas si Marine, tu voulais compléter. Bah non, ça va, c'était complet.
Donc voilà, donc pour le moment, nous sommes deux médecins, moi généraliste, avec une petite part au sein du CRATB. Nous avons une infirmière avec nous dans l'équipe et donc une secrétaire. Donc voilà, donc c'est une structure nouvelle qui va, je l'espère, prendre un peu d'ampleur parce qu'on a pas mal de missions en cours et vous entendrez probablement parler un peu plus de nous. Voilà. Donc, du coup, la parole au docteur Guiguet, qui va pouvoir ouvrir sa présentation également. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir conviée pour cette présentation. Du coup, j'ai un peu la pression là, d'avoir été présentée comme experte en stratégie de lutte contre l'antibiorésistance. Donc, je suis effectivement MCUPH en chirurgie orale à la faculté de Nancy. Et en fait, je travaille depuis 4 ans maintenant sur le bon usage des antibiotiques, la lutte contre l'antibiorésistance. Enfin, je travaille activement en fait avec notamment l'assurance maladie depuis 4 ans sur le sujet et je fais surtout partie du réseau AntibioEst, donc qui va devenir CRATB aussi, CRATB bientôt. Dans le Grand Est, on va aussi muter puisque c'est une demande nationale, hein, l'existence des CRATB. Et nous, on n'existait pas sous cette forme-là. Donc, on va devenir CRATB bientôt. Et ça fait depuis, je dirais, 2015 que je suis membre du réseau AntibioEst et que donc je travaille avec mes collègues infectiologues et médecins généralistes sur le sujet. Donc, j'ai partagé ma présentation. Est-ce que ça s'affiche chez vous? Ouais, c'est super. Oui. Génial. Alors, je vais réduire ça pour bien voir toute ma page. Donc, je vais essayer de passer les diapos. J'espère que ça va fonctionner. Oui, ça marche. Alors, je vous ai mis en tout premier une petite diapo sur WooClap. Comme on vous l'a dit en introduction, c'est une séance qui se veut interactive, donc via ce petit logiciel. Du coup, je vous laisse prendre un peu les devants et soit scanner le QR code qui s'est affiché avec votre smartphone, soit vous rendre directement via votre navigateur sur wooclap.com et rentrer le code de l'événement, donc tout majuscule GITPIU. Alors, vous allez arriver sur une page qui va vous dire qu'il n'y a pas encore de présentation, c'est normal, puisque vous n'aurez la main pour interagir que lorsque j'aurai démarré les cas cliniques, mais au moins, vous aurez déjà le lien pour y accéder. Alors, on m'a demandé donc ce soir de vous parler en gros infection dentaire ou pathologie dentaire au sens large et bon usage des antibiotiques et lutte contre l'antibiorésistance. Pourquoi? Parce que en France, en 2021, on est le 4e pays le plus consommateur d'antibiotiques en Europe. J'aurais d'ailleurs dû mettre un S à antibiotiques. En fait, on remarque une augmentation de la consommation des antibiotiques en France entre 2020 et 2021, alors qu'il y avait eu une chute entre 2019 et 2020 en raison de la pandémie de Covid. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas non plus atteint le niveau de 2019. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un petit peu modifié les pratiques entre 2019 et 2021. Il faut savoir que l'antibiorésistance, elle engendre quand même chaque année en France 139 000 hospitalisations. Donc, ça veut dire 139 000 patients pour lesquels on n'a pas réussi à venir à bout d'une infection et qui ont nécessité une prise en charge hospitalière, dont 5 500 conduisent à des décès. Donc, c'est quand même non négligeable. Si on veut comparer, c'est à peu près autant que le nombre de tués sur la route chaque année en France. Quand même, globalement, on a une diminution de la consommation des antibiotiques entre 2011 et 2021 en France. Donc, ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et je vous affiche là les données toutes récentes que j'ai trouvées sur le site, je ne sais plus si c'est Santé publique France ou sur le site de l'assurance maladie, mais peu importe. C'est les données de consommation, si vous voulez, les données de prescription par les médecins généralistes entre 2011 et 2021. Donc, on voit très bien que globalement, on a une bonne diminution et ça fait plaisir. En revanche, en ce qui concerne les spécialistes, c'est pareil. La diminution est un peu moins drastique, mais on voit que les médecins spécialistes ont également franchement diminué leur consommation d'antibiotiques. La mauvaise nouvelle, c'est que les chirurgiens dentistes, eux, n'ont pas diminué leur consommation, leur prescription,
entre 2011 et 2021. Au contraire, on voit une augmentation progressive, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est responsable, nous, chirurgiens dentistes, de 13% des prescriptions antibiotiques en France chaque année. Alors que quand j'ai commencé à travailler avec AntibioEst, on était à peine en dessous de 10%, on était plutôt entre 8 et 9%. Donc, les choses ne vont pas dans le bon sens chez les dentistes. Et au départ, je pensais que notre proportion de prescription augmentait parce que, en fait, la prescription des médecins diminuait. Mais les chiffres montrent qu'en fait, c'est non seulement notre proportion, mais également nos chiffres de prescription qui augmentent. Donc ça, c'est pas une bonne habitude et ça va être des choses sur lesquelles on peut agir. Alors quand même, je tiens à féliciter les Bretons, puisque quand on voit le nombre de prescriptions délivrées pour 1000 habitants par an, la Bretagne fait partie d'une des régions où vous prescrivez le moins, ce qui n'est pas le cas dans le Grand Est et encore moins dans le sud ou dans l'extrême nord de la France. Il faut savoir qu'en France, 93% des prescriptions antibiotiques émanent des pratiques de ville. Au départ, moi, ça m'a étonnée. J'étais persuadée que c'était à l'hôpital qu'on prescrivait beaucoup. Eh bien non, 93% des prescriptions viennent de la médecine dite ambulatoire, c'est-à-dire des praticiens de ville. En 2021, je vous l'ai dit, les chirurgiens dentistes sont responsables de 13% des prescriptions antibiotiques. Et ce qui est encore bien plus inquiétant, c'est que dans le monde, il semblerait que plus de 65% des prescriptions antibiotiques en cabinet dentaire sont cliniquement injustifiées. Alors, l'étude de la littérature montre qu'on retrouve en fait dans les pays développés, que ça soit l'Australie, l'Amérique du Nord, le Canada, enfin les États-Unis, le Canada, nous en Europe, toujours les mêmes causes. C'est la pression du cabinet dentaire, l'impossibilité d'intercaler des urgences pour faire des gestes techniques, l'exigence des patients qui demandent maintenant à avoir des antibiotiques au motif qu'ils sont persuadés qu'ils ont une infection. Et puis, alors, je pense que c'est quelque chose auquel on n'est pas encore trop confronté en France, mais qui malheureusement arrive à grands pas, c'est la pression liée aux réseaux sociaux et au fait d'avoir de mauvais commentaires sur divers sites que je ne citerai pas, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de la littérature internationale et malheureusement, ce sont des choses qui ont tendance à arriver chez nous à grands pas. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'erreurs sur le choix de la molécule ou sur la durée de traitement. Et toutes ces mauvaises habitudes ont malheureusement pour conséquence de voir l'antibiorésistance progresser partout dans le monde. Alors, pas de panique, parce qu'on a quand même une prise de conscience généralisée. Le premier rapport de l'OMS sur l'antibiorésistance et l'alerte, en fait, date de 2014. Donc, cette fois, ça fait quand même quelques années, ça fait 8 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet avec AntibioEst, j'avais l'impression de ne pas du tout être écoutée, que ça soit par mes confrères chirurgiens dentistes, mais aussi par les instances. C'est-à-dire que l'ordre avait l'air de s'en fiche un petit peu. L'ADF, si on essayait de proposer des choses sur des formations sur le bon usage et tout, ce n'était pas forcément ce qui les intéressait le plus. Et puis, les choses ont changé. Et aujourd'hui, clairement, j'ai l'impression qu'on est entendu par l'ordre, par les URPS, par le ministère de l'Éducation, puisque nous, en tant qu'hospitalo-universitaires, on a bien sûr un rôle de formation. Et là, il y a des travaux qui sont en cours, notamment au niveau de la conférence des doyens. Moi, en 2018, on m'a demandé de faire une conférence à l'ADF sur le bon usage des antibiotiques et c'est justement suite à ça que j'ai commencé à travailler avec l'assurance maladie. Donc, je vois que petit à petit, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qu'on a des objectifs communs. Donc, c'est bien sûr d'améliorer la formation initiale parce que clairement, je pense que si on ne forme pas bien nos futurs chirurgiens dentistes, ils ne pourront pas améliorer leur pratique et lutter contre l'antibiorésistance. Il faut aussi bien cibler la formation continue et donc ce soir en est un exemple. Tout ça pour diminuer bien sûr nos volumes de prescription, mais surtout pour mieux prescrire et que lorsqu'une prescription elle est nécessaire et qu'elle est avérée, on puisse la mettre en place et surtout qu'elle reste efficace puisque c'est ça l'objectif avant tout des antibiotiques. Alors, un petit exemple, c'est les profils de prescription individuelle. Pour l'instant, ça ne doit pas vous parler, mais ça va vous parler très bientôt. Ça fait partie des travaux que j'ai réalisés avec l'assurance maladie.
En fait, vous allez recevoir normalement la courant décembre. Chacun, en tout cas, si vous êtes omnipraticien inscrit en tant que tel au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes de votre département, vous devrez recevoir avant la fin 2022 un profil de prescription individuelle. Ce profil de prescription individuelle, c'est le résumé de vos prescriptions à vous sur une année. Il présente en fait le volume de vos prescriptions et ça va estimer leur pertinence, donc leur conformité par rapport aux recommandations, à l'aide de 3 indicateurs. Ces indicateurs, on les a conçus principalement avec le professeur Céline Pulsini, qui est infectiologue, qui aujourd'hui est chef de projet délégué à l'antibiorésistance au ministère de la Santé, donc ça fait 2 ans maintenant, mais avant elle était à Nancy et elle faisait partie d'AntibioS, donc c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Ces indicateurs, ils ont été construits, validés, ils sont publiés dans une référence interne, dans une revue internationale bien sûr, et l'objectif c'est que vous puissiez vous évaluer et vous améliorer. Donc, ces profils de prescription, ils vous seront transmis annuellement par l'assurance maladie pour que vous puissiez aussi constater l'évolution de vos prescriptions dans le temps. En fait, le Grand Est a été région pilote de cette action et tous les chirurgiens dentistes du Grand Est, ils ont reçu leur profil individuel de prescription en juin 2021. Et au départ, on n'a pas eu de retour, alors que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait peut-être parfois de la colère aussi, mais en fait, pas du tout. Tous les chirurgiens dentistes qui ont reçu leur profil de prescription ont été finalement très contents de le recevoir, d'avoir une idée de ce qu'ils prescrivaient, de voir s'ils étaient dans les cibles à atteindre pour chaque indicateur et l'évaluation qu'on a pu en faire là au bout d'1 an a montré que depuis l'envoi de ces profils, les prescriptions ont été meilleures. Donc, le volume de prescriptions a diminué dans le Grand Est, mais surtout, les cibles à atteindre au niveau des indicateurs le sont de plus en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un effet positif en fait, de l'envoi de ces profils de prescription et j'espère qu'il en sera de même sur l'ensemble du territoire français puisque du coup, la Caisse nationale d'assurance maladie a décidé de reprendre cet exemple du Grand Est et de déployer ces profils de prescription sur l'ensemble du territoire. Alors, j'aimerais bien, voilà. Vous allez recevoir un profil de prescription qui se présente comme ça. Donc là, bien sûr, il est anonyme puisqu'il n'y a pas de chiffres, mais il se présente en recto verso. Donc, sur le premier côté, vous allez avoir le pourcentage de vos patients qui ont eu une prescription d'antibiotiques. Alors, c'est encore marqué 2019 parce que quand on a envoyé les profils en 2021 aux chirurgiens dentistes du Grand Est, on ne leur a pas envoyé les profils 2020 pour la simple et bonne raison que c'était complètement faussé à cause du Covid et donc on leur a envoyé les profils 2019 et c'est cet exemple-là que je vous ai affiché. Donc vous aurez, vous, le pourcentage de vos patients qui ont eu une prescription d'antibiotiques en 2021 avec l'antibiotique que vous prescrivez le plus. En haut à droite, vous aurez le top 6 de vos prescriptions antibiotiques avec la liste du premier au dernier. Et puis, vous aurez là les 3 indicateurs, donc en violet, en bleu, en bleu turquoise là, et en bleu foncé. Donc, sachant que le premier indicateur, il porte sur votre prescription en fait, d'amoxicilline par rapport à l'augmentin. Sachant qu'on a fixé comme objectif à atteindre que vous devriez prescrire 10 fois plus d'amoxicilline que d'association amoxicilline-acide clavulanique. Le deuxième indicateur, il porte sur les antibiotiques peu recommandés en odontologie. Donc, je n'ai pas dit non recommandé, j'ai dit peu recommandé, ou en tout cas pas recommandé en première intention. Donc, dedans, il y a l'association spiramycine-métronidazole, que vous connaissez sous le nom commercial de Birodogil, la pristinamycine que vous connaissez sous le nom de la piostacine, et puis la doxycycline. Et enfin, le dernier indicateur, il porte sur les antibiotiques qui sont non recommandés en odontologie. Et donc là, la cible, c'est moins de 1%. Je ne vous ai pas dit la cible pour le deuxième indicateur. L'objectif à atteindre, c'est moins de 5% de vos prescriptions. Donc, tout confondu, spiramycine, métronidazole, pristinamycine et doxycycline, vous devriez avoir moins de 5% de vos prescriptions représentées par ces 3 molécules ou associations. Et puis, au verso de ce profil, on vous a rappelé les recommandations. Alors, il y a l'explication, bien sûr, de chaque profil. Et puis, en bas, en gris,
On vous a rappelé les recommandations des molécules indiquées en première intention chez les adultes et chez les enfants, et puis la dernière ligne en seconde intention. Donc, j'espère que ces profils vous serviront, et bien sûr, je répondrai à vos questions à ce sujet si vous en avez tout à l'heure. Donc, quelle responsabilité nous, on a pour lutter contre l'antibiorésistance? Bien sûr, il faut qu'on connaisse les micro-organismes qui génèrent des infections dans notre sphère. On ne peut pas prescrire efficacement si on ne connaît pas les bactéries contre lesquelles on veut lutter. Il faut garder aussi à l'esprit qu'une réaction inflammatoire, elle peut avoir une origine infectieuse ou non infectieuse. Par exemple, si un patient se présente avec une sinusite et qu'il a des douleurs dentaires, ce n'est pas forcément une sinusite d'origine dentaire. Et il faut être capable de faire le diagnostic différentiel entre les deux. La sinusite d'origine dentaire, elle va se manifester plutôt de façon homolatérale, et vous allez avoir dans le secteur une infection dentaire au moins aiguë, sinon chronique, que vous allez diagnostiquer cliniquement et radiologiquement. Donc, ça peut être une origine parodontale, même si c'est rare. Mais généralement, c'est une infection chronique apicale qui communique avec le sinus maxillaire et qui se surinfecte, ou alors une nécrose dentaire ou une fracture, un trauma, bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut forcément une cause dentaire à cette sinusite bactérienne. Donc, si et seulement si vous diagnostiquez une sinusite bactérienne d'origine dentaire, vous pouvez prescrire des antibiotiques. Si le patient il a des douleurs bilatérales avec des douleurs dentaires associées, liées en fait à la surpression au niveau dentaire, liée en fait à la pression augmentée dans le sinus maxillaire, c'est probablement une sinusite virale, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication à prescrire des antibiotiques. Pareil, un patient qui vient un peu gonflé, un peu rouge après une extraction, ce n'est pas forcément infecté, ça peut être juste une réaction inflammatoire. Donc, notre rôle à nous, c'est bien sûr de maîtriser les recommandations pour ne prescrire qu'en cas d'infection et de ne pas prescrire en cas de doute. C'est la prescription au cas où, ça, elle doit absolument disparaître de nos pratiques, et on doit vraiment se contenter de prescrire uniquement quand on a une infection avérée. La dernière chose, c'est que on se doit de réévaluer nos prescriptions à 48-72 heures. Depuis quelques années en milieu hospitalier, c'est systématique, c'est-à-dire qu'un patient qui est hospitalisé et à qui on prescrit des antibiotiques, on ne peut pas le faire plus de 48-72 heures. On nous oblige, c'est tous les logiciels qui sont paramétrés comme ça, on nous oblige en fait à réévaluer notre prescription au bout de 48-72 heures pour voir si elle est efficace. Et si elle n'est pas efficace, c'est que soit ce n'était pas un problème infectieux, auquel cas on doit stopper notre prescription, soit si elle n'est pas efficace, c'est que ce n'est pas la bonne molécule ou que les germes sont résistants, et dans ce cas-là, il faut réévaluer notre prescription en la modifiant. Et il faut, quand on prescrit des antibiotiques maintenant en libéral, notamment sur une infection sévère, un type de cellulite, prendre des nouvelles du patient à 48-72 heures pour savoir si la molécule qu'on lui a prescrite est efficace, si ça évolue correctement, et si ce n'est pas le cas, pouvoir changer de molécule. Alors, nos recommandations actuelles datent un peu, ça n'est un secret pour personne, c'est les recommandations initiales de l'AFSAPS de 2011 qui ont été endossées par la NSM lorsque l'AFSAPS a disparu, et elles ciblent 3 catégories de patients: la population générale, la population immunodéprimée et la population des patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Donc, la première chose, c'est de savoir, quand on est en présence d'une infection avérée, dans quelle catégorie se situe notre patient pour pouvoir lui faire la bonne prescription. Parce que, en fonction de la catégorie à laquelle il appartient, il y aura une prescription à faire, mais le geste peut varier. Ensuite, la question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que mon patient, je dois lui prescrire une antibiothérapie ou est-ce que je dois lui prescrire une antibioprophylaxie? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire entrer dans la tête des étudiants en formation initiale. Ils ont beaucoup de mal à faire le distinguo entre les deux, et pourtant, ce n'est pas faute de le rabâcher. Donc, l'antibiothérapie, elle doit être réservée à une infection avérée. On ne met pas une semaine d'antibiotiques au cas où il y aurait une infection. Si on a une infection, on prescrit une antibiothérapie qui, du coup, dans notre sphère, est mise en place pendant 7 jours.
La seule molécule pour laquelle on prescrit uniquement 3 jours d'antibiotiques, c'est l'azithromycine. On en reparlera un peu plus tard dans les recommandations. Mais globalement, c'est 7 jours en cas d'infection avérée. J'ai mis ou cas particulier parce qu'il peut nous arriver de mettre en place une antibiothérapie prophylactique qui va quand même durer plusieurs jours chez les patients qui présentent un risque d'ostéonécrose des maxillaires, soit induit par les biphosphonates ou le dénosumab, soit les patients à qui on est amené à faire des extractions en terrain irradié, donc ça reste dans tous les cas des cas très particuliers, où là, on doit couvrir avec des antibiotiques le risque infectieux post-opératoire. Mais c'est le seul moment où on met des antibiotiques en dehors de toute infection avérée et qu'on le met en prophylaxie sur une durée longue. Sinon, si on met des antibiotiques en prévention d'une infection, ça s'appelle une antibioprophylaxie et dans notre sphère, donc en odontologie, c'est uniquement une dose unique 30 minutes ou 1 heure avant le geste, mais on ne poursuit pas la prescription par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument bien catégoriser avant de rédiger son ordonnance. Donc, ce que je vous propose, c'est de pouvoir, alors j'espère que ça va fonctionner, oui, résoudre en fait et travailler les recommandations à travers la résolution de différents cas cliniques. Donc, je vous projette un premier cas clinique. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça fonctionne chez tout le monde? Oui, très bien. Super, impeccable. Donc, normalement, je peux... Oula, attendez, je vais réduire ça. Voilà, projeter ça. Donc, je vous lance la première question et je vais vous afficher voilà, le cas clinique en plein écran. Donc, vous avez ce monsieur qui se présente au cabinet. Il a 43 ans. Il est porteur il présente une cellulite génienne haute à droite qui est d'origine dentaire. Donc, la dent causale, c'est la 12. Elle est fracturée, elle est non conservable. Il présente, comme vous le voyez sur la photo, un œdème avec un érythème modéré, orbitaire, homolatéraux, sans hyperthermie associée. La cellulite est apparue dans la nuit et s'est présentée en urgence le matin au cabinet. Il n'a pas pris de traitement, hormis 1 gramme de paracétamol pour la douleur. Donc, la question, c'est quelle est la conduite à tenir? Et donc, si vous avez tous bien chargé sur votre smartphone le petit truc, vous allez tous pouvoir répondre au cas clinique. Donc, je vous laisse répondre. Du coup, je vous donne la bonne réponse. Donc, en théorie, la bonne réponse aurait été d'extraire la dent immédiatement et de placer le patient sous antibiotiques. Alors, pour ceux qui ont répondu, vous mettez le patient sous antibiotiques et vous lui donnez un rendez-vous à 3 jours. Franchement, c'est pas si mal. Je sais qu'au cabinet, on n'a pas forcément le temps d'intervenir tout de suite. Après, chez un patient qui a une cellulite, l'idéal, c'est quand même de faire un geste. C'est quand même la meilleure des solutions. Alors, je sais que dans les questions de discussion, on va forcément avoir des gens qui vont me dire ah oui, mais l'anesthésie, ça ne va pas marcher en terrain infecté. C'est pas vrai. Alors, c'est vrai, des fois, ça ne marche pas, mais tant qu'on n'a pas essayé, on n'est pas sûr que ça ne marche pas. Moi, en général, je me décale un petit peu, je fais toujours mon anesthésie un petit peu à distance et en général, on va dire dans 90% des cas, elle prend. Bien évidemment, si ça ne fonctionne pas, le but n'est pas de torturer le patient, mais si au moins on ne peut pas extraire la dent, mais au moins le soulager en incisant si c'est collecté pour drainer un minimum le pus. On met bien sûr les antibiotiques et on le revoit à 3 jours pour extraire la dent causale. Bien évidemment, on facilite aussi l'action des antibiotiques puisque quand on a un abcès qui est collecté, c'est une zone morte, il ne faut pas oublier ça et surtout, c'est une poche dans laquelle les antibiotiques ne pénètrent pas. Donc, si au minimum, vous avez incisé pour drainer et faciliter l'action des antibiotiques, et bien déjà, vous aurez bien soulagé votre patient et puis vous aurez une action plus efficace du traitement que vous aurez mis en place. Alors, j'ai une deuxième question sur ce cas qui doit s'afficher si j'arrive à passer à la diapo suivante. Super, ça fonctionne. Donc, on était tous d'accord pour dire qu'il fallait mettre des antibiotiques à ce patient. Donc, qu'est-ce que vous lui prescrivez en première intention? Est-ce que vous lui mettez une association spiramycine-métronidazole? Est-ce que vous lui mettez l'association amoxicilline acide clavulanique?
Est-ce que vous lui mettez de la piostacine ou est-ce que vous le mettez sous amoxicilline seule? Super, je vois que vous maîtrisez le WooClap. Là, on a déjà 24-25 réponses. Allez-y, continuez. Allez, 30 réponses. On essaie de faire un peu mieux que 32. Super. Bon, il y en a 12 qui décidément ne veulent pas voter. Alors, je vais vous donner la réponse. Donc, effectivement, félicitations aux 26 qui ont répondu. En première intention, ce patient, on va le mettre sous amoxicilline, seul, d'autant plus si on lui a extrait sa dent causale. A priori, il présente aucun signe de gravité. Certes, il a une cellulite, mais il n'a aucun signe de gravité, donc il n'y a pas de raison d'aller lui mettre en première intention un inhibiteur de bêta-lactamase, donc de l'acide clavulanique, en plus de son amoxicilline. Dans tous les cas, ce patient que vous avez mis sous amoxicilline, à 48-72 heures, vous allez l'appeler, ou votre assistante, peu importe, mais pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça évolue. Et si et seulement si, au bout de 48 heures d'antibiothérapie bien conduite, donc dans ce cas-là, amoxicilline 3 grammes par 24 heures, si au bout de 48-72 heures d'antibiothérapie bien conduite, ça n'évolue pas dans le bon sens, vous pouvez changer votre prescription et ajouter soit un inhibiteur de bêta-lactamase, soit pourquoi pas du métronidazole, puisque l'objectif sera d'agir sur les bactéries anaérobies. Mais en théorie, si vous avez incisé ou extrait la dent et prescrit de l'amoxicilline en première intention, à 72 heures, quand vous allez rappeler votre patient, il va être soulagé, il aura commencé à dégonfler et surtout, il n'aura plus de douleur. On passe à la diapo suivante, si ça veut bien. Oui. Donc, on a vu à travers ce cas clinique qu'on doit maîtriser nos prescriptions, bien sûr choisir le bon antibiotique, mais aussi bien connaître sa posologie. Là, je crois que je ne vous avais pas mis le poids du patient, mais bon, sur la photo, vous imaginez bien, c'est un patient homme, adulte, standard, sans antécédents. Donc là, c'est 3 grammes par 24 heures sur une cellulite, il n'y a pas à discuter. Il n'est pas question de lui mettre moins de 3 grammes par 24 heures sur une cellulite. C'est important d'adapter la dose en fonction du poids, en fonction de la présence éventuelle d'une insuffisance rénale, notamment chez les sujets âgés. C'est important d'adapter au-delà de 75 ans. Ils ont à peu près tous une insuffisance rénale mineure qui commence et puis qui va s'aggraver avec l'âge. Donc, c'est important d'adapter la posologie en fonction de l'âge du patient. Et ce qui est très important, surtout quand on prescrit des antibiotiques, c'est de motiver son patient à la bonne observance du traitement. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a plein de patients qui, au bout de 3 jours, voyant que ça va beaucoup mieux, qu'ils ont dégonflé et qui n'ont plus mal, arrêtent leurs médicaments antibiotiques. Donc là, c'est nous, notre rôle de prescripteur, de professionnels de santé. Ce n'est pas parce qu'on est dentiste qu'on ne doit pas jouer un rôle de santé publique là-dedans. Et c'est à nous de leur expliquer qu'il est capital d'aller au bout du traitement, que lutter contre l'antibiorésistance, c'est aussi de leur ressort, en prenant correctement le traitement jusqu'au bout. Parce que si en prenant que 3-4 jours, ils saupoudrent entre guillemets leurs bactéries d'antibiotiques, ils ne vont pas en donner suffisamment pour les tuer et pour venir à bout de l'affection. Par contre, ils vont leur en donner suffisamment pour que les bactéries soient en contact avec les antibiotiques et qu'elles puissent développer, chacune à leur façon, des moyens de lutter contre l'antibiotique. Donc, en plus, elles sont très malines, les bactéries. Il y en a, c'est dans leur gène. Il y en a d'autres qui développent différents moyens de résistance et surtout, elles sont capables de s'échanger les moyens de lutte contre l'antibiotique et elles sont capables de les intégrer dans leur génome, même si elles ne sont pas de la même famille au départ. Les bactéries, elles existent depuis la nuit des temps, depuis bien avant nous, et elles sont toujours là. Donc, ça veut dire qu'elles sont bien plus capables que nous de s'adapter à leur environnement et de façon beaucoup plus rapide. Donc, je pense que c'est vraiment à nous d'expliquer aussi, quand on prescrit des antibiotiques, d'expliquer à nos patients l'importance de l'observance du traitement. Pour ça, on peut les aider parce qu'il y en a qui vont nous dire « Ah oui, mais moi, chaque fois que je prends des antibiotiques, je fais une mycose. Du coup, quand je vois que ça commence, j'arrête. » D'autres qui disent « Oh là là, moi, j'ai arrêté parce qu'au bout de 3-4 jours, j'avais des diarrhées. » Mais si le patient, il nous le dit à l'avance, au moment où on lui délivre les antibiotiques,
On peut le conseiller, on peut lui dire de bien prendre les antibiotiques au moment des repas, d'adapter l'alimentation pendant cette période-là, de manger des yaourts au bifidus, éventuellement de prendre des levures pour limiter le risque de survenue de diarrhée pendant la durée du traitement antibiotique. On peut prescrire des ovules gynécologiques aux patientes qui font systématiquement des mycoses quand elles prennent un traitement antibiotique, plutôt que de dire qu'elles l'arrêtent, autant qu'elles aient le bon traitement à la maison. Donc, c'est tout un tas de petites choses qui vont nous permettre d'aider nos patients à la bonne observance du traitement. Le dernier élément, c'est qu'il est indispensable de bien consigner nos éléments de prescription dans le dossier médical et de ne pas juste écrire prescription antibiotique. Alors maintenant, avec les logiciels informatiques, globalement, on arrive à retrouver l'ordonnance, mais je pense que c'est important de préciser quel antibiotique on a prescrit, à quelle dose, pour combien de temps, au cas où vous avez un collaborateur qui reçoit le patient en votre absence ou un remplaçant, enfin on ne sait jamais. Ce n'est pas toujours vous qui revoyez le patient, donc c'est important que les choses soient parfaitement consignées dans le dossier médical. Alors, je vous propose un autre cas pour continuer à discuter des recommandations. Donc, vous recevez en urgence Romain, qui a 5 ans et qui n'a pas d'antécédents médico-chirurgicaux. Mais Romain, le mercredi après-midi, il a fait un soleil par-dessus sa trottinette et il se présente en urgence au cabinet avec les dents 51, 51 et 52 expulsées, non retrouvées sur le lieu de l'accident. Vous l'examinez, vous lui faites un cliché rétro-alvéolaire et vous voyez une petite fracture de l'os alvéolaire. Alors, je ne sais pas. Voilà, si je zoome, zut, on ne voit plus bien. Alors, je ne vais pas faire ça. Je vais dézoomer. Peut-être si j'annote, vous allez voir la petite fracture avec la souris. Ouais, je ne sais pas si vous... Oh, zut. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, il y a une petite fracture de l'os alvéolaire, là, un petit fragment d'os fracturé qu'on voit un peu se promener sur le bord du cliché rétroalvéolaire. Bref, voilà le contexte et voilà les propositions. Donc, soit vous mettez Romain sous antibiotiques pendant 7 jours avant tout geste technique, soit vous prenez en charge Romain immédiatement sous anesthésie locale pour un parage chirurgical avec retraite d'os alvéolaire fracturé, rinçage antiseptique et suture. Soit vous lui prescrivez des antalgiques, des bains de bouche antiseptiques et puis vous ne faites rien de plus. Soit, vu l'ampleur du trauma, vous l'adressez en chirurgie maxillofaciale. Allez-y, à vos votes. Je vois qu'il y en a déjà 10 qui s'y sont mis. Bon, ça ne répond plus. Je vous donne la réponse. Donc, effectivement, comme l'ont répondu 92% d'entre vous, vous prenez Romain en charge immédiatement sous anesthésie locale avec un parage chirurgical et retrait de l'os alvéolaire fracturé. Alors, on ne met pas Romain sous antibiotiques pendant 7 jours avant tout geste technique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infection avérée. On ne met pas un enfant de 5 ans sous antibiotiques en dehors de tout phénomène infectieux. Donc ça, c'est pour celui ou celle qui avait répondu que c'était la bonne réponse. Alors, pourquoi la réponse 3 n'est pas la bonne? Ben, c'est parce que je l'ai dit dans la présentation du cas, il y a un morceau d'os alvéolaire qui est fracturé et surtout, on voit qu'il est plus accroché en fait au reste et la muqueuse, elle est toute dilacérée au-dessus. Donc, c'est un morceau d'os dont on n'a absolument aucun espoir, pour lequel on n'a aucun espoir de reprise de vascularisation. Et donc, si on ne retire pas ce petit morceau d'os fracturé, oui, il va s'infecter. Donc, c'est important d'intervenir pour enlever ce petit morceau d'os. Bon, ensuite, celui ou celle qui l'a envoyé en chirurgie maxillofaciale, c'est un peu dommage, à la fois pour Romain et pour ses parents, de l'envoyer poireauter pendant des heures aux urgences pour qu'il soit vu par un maxillo qui fera probablement moins bien que vous parce que dès que ça touche aux dents, en fait, c'est pas trop leur job, les maxillos. Et donc, je pense que c'est bien mieux que le patient soit pris en charge dans un cabinet dentaire. Alors, toujours au sujet de Romain, on va faire la suite de la prise en charge. Alors, est-ce que Romain est placé sous amoxicilline 50 mg kg jour pendant 7 jours après le geste? Est-ce que Romain est placé sous amoxicilline à raison de 30 mg kg jour pendant 7 jours après le geste? Est-ce qu'il est placé sous augmentin à raison de 50 mg kg jour d'équivalent amoxicilline, bien sûr, pendant 7 jours après le geste? Ou est-ce qu'il bénéficie du geste technique sans prescription d'antibiotiques en post-opératoire?
Allez, 38, je vous donne la réponse. Alors, les 85% qui avaient répondu qu'il n'y avait pas de prescription antibiotique, franchement, c'est pas une mauvaise attitude. En fait, là, c'est bien marqué dans les recommandations d'ailleurs, dans le Dental Trauma Guide, hein, qui est la recommandation pour la traumatologie dentaire, que dans la plupart des cas, pour un traumatisme, il n'y a pas besoin de mettre d'antibiotiques. Là, pourquoi j'aurais mis Romain sous antibiotiques après le retrait de l'os alvéolaire fracturé, c'est à cause de l'exposition osseuse dans la bouche. En fait, la gencive, elle est toute dilacérée au-dessus et probablement que vous aurez du mal à bien suturer et à refaire quelque chose d'hermétique. Donc, c'est considéré en fait comme une fracture ouverte. Étant donné qu'il y avait une fracture de l'os alvéolaire, c'est considéré comme une fracture ouverte et du coup, c'est pas idiot de le mettre une semaine sous antibiotiques après. Très honnêtement, pour ceux qui ne l'auraient pas fait au cabinet, je pense qu'il ne se serait rien passé. À partir du moment où vous avez réussi à bien nettoyer, à faire un bon parage chirurgical et que vous êtes sûr d'avoir retiré le petit fragment d'os fracturé ou les petits fragments d'os fracturés, techniquement, le risque infectieux, il est minime. Après, si on veut respecter strictement la recommandation, voilà, c'est fracture ouverte. Donc, dans ce cas-là, c'est antibiothérapie. Et donc, vous voyez à quel point, même quand il y a une recommandation, ce n'est pas forcément facile. Tous les cas ne rentrent pas de façon très stricte dans des cases. Et donc, c'est bien sûr votre sens clinique qui va aussi primer et qui va dire non, mais là, c'est ridicule, je suis sûre que j'ai bien enlevé le morceau d'os alvéolaire fracturé, j'ai réussi à refermer la gencive de façon à peu près hermétique par-dessus, les parents sont bien, Romain, il se laisse faire, ça sera bien nettoyé pendant une semaine, il n'y a donc aucune raison de protéger par des antibiotiques. Donc, c'est vraiment aussi laissé à l'appréciation de chaque praticien. Mais là, je vous ai mis la bonne réponse telle que les recommandations l'exigent. Alors, on va parler maintenant, puisque là, on a fait 2 cas de patients issus de la population générale. On va parler un petit peu de la prévention de l'endocardite infectieuse, puisque c'est le 3e groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un petit rappel en termes de recommandations, les patients, je vais peut-être enlever ça, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, ça sera mieux. Les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, ce sont les patients qui ont un antécédent d'endocardite, les patients qui sont porteurs d'une prothèse valvulaire ou les patients qui sont porteurs d'une cardiopathie congénitale cyanogène non opérée ou avec un shunt résiduel suite à une intervention. Sincèrement, cette dernière catégorie de patients, vous pouvez en voir au cabinet, mais c'est très rare. C'est très souvent des patients qui sont quand même pris en charge en milieu hospitalier, qui ont des pathologies cardiaques très lourdes. Et alors, à moins d'être vraiment très loin de tout hôpital avec un service dentaire, en général, ce n'est pas des patients que vous voyez en cabinet libéral. Il y a une indication d'antibioprophylaxie avant certains gestes qui sont qualifiés d'invasifs dans les recommandations. Moi, je préfère qualifier ces gestes de bactériémiques. Je trouve que c'est plus parlant, parce que invasif, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi, à partir du moment où on considère qu'un détartrage est un geste invasif. Pour nous, un geste invasif, ça serait plutôt un gros geste. Donc, je préfère utiliser la notion de bactériémie. Là où on doit réfléchir, c'est est-ce que le geste que je vais faire à mon patient occasionne un passage de bactéries de la cavité orale vers la circulation sanguine? La réponse est oui, dès lors qu'il y a une effraction de la muqueuse. Donc, quand on fait un détartrage, on le sait tous très bien, ça saigne. Et toutes les études montrent qu'il y a une bactériémie pendant les détartrages à peu près dans 80 à 90% des cas. Bien sûr, les extractions dentaires. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a d'autre, alors, la pose d'implants, etc. Mais ça, on en rediscutera après, puisque ça fait partie pour l'instant des actes qui sont contre-indiqués. Mais un traitement endodontique, notamment sur une dent nécrosée, tout ça, c'est des gestes qui occasionnent une bactériémie. Donc, dans ces cas-là, on doit mettre en place une antibioprophylaxie chez les patients à risque d'endocardite infectieuse. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est la liste des actes contre-indiqués chez ces patients. Je vous l'ai remise, normalement, si ça veut bien fonctionner, sur la diapositive suivante. Voilà. Ça, c'est dans les recommandations de 2011. L'anesthésie intraligamentaire,
le traitement endodontique des dents nécrosées, y compris la reprise de traitement canalaire, le traitement endodontique des dents à pulpe vivante en plusieurs séances ou sans digue, l'amputation radiculaire, la transplantation, la réimplantation en cas de traumatisme, les chirurgies périapicales, les chirurgies parodontales, la chirurgie implantaire et la chirurgie des périimplantites, la mise en place de matériaux de comblement et la chirurgie préorthodontique des dents incluses ou enclavées. Ça, c'est la liste des actes contre-indiqués dans les recommandations de 2011 à connaître absolument par cœur pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Petit aparté, cette liste est a priori en train d'être révisée. Il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, une note de cadrage publiée par la HAS ça fait pile un an, en novembre 2021, avec un calendrier bien spécifique du groupe, pour le groupe de travail, visant à revoir les recommandations pour les actes indiqués ou contre-indiqués chez les patients à haut risque d'endocardite, mais aussi l'antibioprophylaxie. Normalement, c'est censé sortir là, fin 2022. Je ne sais pas s'ils sont à jour sur leur planning, mais en tout cas, c'est ce qu'on attendait pour la fin de l'année 2022. Donc là, je vous donne dans le diaporama les recos actuels, mais probablement que les choses vont changer. Oups. Alors, elles vont changer notamment, probablement en partie, suite à ce position paper qui a été publié en 2017 dans Archives of Cardiovascular Disease, donc ce n'est pas n'importe quelle revue. Et surtout, c'était sous l'égide d'un groupe de travail de la Société française de cardiologie, en concertation avec la Société française de chirurgie orale, la Société française de paro et d'implanto, la Société française d'endo et la SPILF, c'est-à-dire la Société de pathologie infectieuse de langue française. Donc, pas n'importe qui. Ce position paper, je vous ai extrait là dans la partie droite de l'écran les choses les plus marquantes qui, à mon avis, servent de base de travail pour la note de cadrage de la HAS. Bien évidemment, il est rappelé qu'il est nécessaire de faire un suivi dentaire chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse tous les 4 à 6 mois, donc 2 à 3 fois par an. Bien évidemment, il est indispensable de supprimer tous les foyers infectieux et d'extraire les dents non conservables ou mobiles. Ça, c'est valable chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, mais aussi chez les patients qui vont le devenir en raison d'un futur remplacement valvulaire. Et je pense que vous en voyez tous en consultation dans vos cabinets, des patients qui viennent vous voir en disant oh, « Docteur, vous ne savez pas ce qui m'arrive, ils doivent me changer une valve cardiaque et donc il faut faire le bilan dentaire avant. » Bon, ça, je pense que vous en voyez tous. Il est également mentionné que le bain de bouche antiseptique à la chlorhexidine 0,2% est extrêmement efficace, bien sûr, dans la prévention des infections dentaires post-opératoires, mais aussi dans la survenue d'une bactériémie dans les suites du remplacement valvulaire. Pourquoi? Parce que rien que la mastication occasionne au quotidien une bactériémie. Et bien évidemment, plus la cavité buccale est en mauvais état, plus la bactériémie est importante. Donc, il recommande de faire des bains de bouche antiseptiques à partir de la veille du remplacement valvulaire pour diminuer la bactériémie post-opératoire de la chirurgie cardiaque. Donc ça, c'est des notions que moi, je n'avais pas avant de lire cet article quand il est sorti en 2017. Et donc, j'étais déjà vigilante avant chez ces patients à haut risque d'endocardite, mais je le suis encore plus maintenant en leur disant « Attention, avant tout geste dentaire, mais pas que avant des extractions, mais aussi avant un détartrage, faites un bain de bouche antiseptique à la chlorhexidine 0,2% pendant 1 minute avant le geste de soin, parce que c'est prouvé que ça diminue la bactériémie liée à l'intervention du chirurgien dentiste. Les 2 autres points importants, c'est que ces experts proposent d'autoriser les traitements ou retraitements canalaires si la lumière canalaire est accessible dans son entièreté, parce qu'ils estiment qu'on a aujourd'hui, par rapport aux premières recommandations qui avaient été éditées,
accès à des moyens radiologiques, et ils entendent par là l'accès au CBCT, au cône BIM, qui nous permettent d'évaluer la faisabilité d'un bon traitement endodontique avant même de le faire. Donc, ils disent qu'il faut arrêter en gros d'extraire systématiquement les dents nécrosées alors qu'elles sont accessibles à un traitement endodontique de bonne qualité en une seule fois et sous champ opératoire, qu'il faut arrêter d'extraire des dents qui présentent des lésions périapicales chroniques dès lors qu'elles sont asymptomatiques. Ils n'ont pas cette position pour les lésions apicales chroniques qui sont symptomatiques, mais pour les lésions qui sont découvertes radiologiquement sur des dents déjà traitées et pour lesquelles un retraitement endodontique semble facilement faisable, ils disent qu'il faut arrêter d'extraire ces dents. En tout cas, c'est leur proposition. Et puis, ils proposent également d'autoriser la pose d'implants chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, mais attention, pas chez les patients qui ont déjà fait une endocardite. Uniquement chez les patients qui ont bénéficié d'un remplacement valvulaire ou pour les patients de l'autre catégorie. Bon, généralement, chez les patients qui ont un ventricule unique, tout ça, c'est quand même pas l'idée du siècle. Mais en tout cas, chez les patients qui ont juste bénéficié d'un remplacement valvulaire, quelle que soit la technique d'ailleurs, que ce soit par TAVI ou par chirurgie ouverte, dès lors qu'ils n'ont jamais fait d'endocardite infectieuse, le groupe d'experts se propose d'autoriser la pose d'implants. Donc, on verra. Pour l'instant, les recommandations n'ont pas encore changé, mais vraisemblablement, c'est attendu là, soit fin 2022, soit début 2023. Alors, je vous propose de traiter ensemble un cas clinique chez un patient qui est porteur d'une prothèse valvulaire. Donc, vous recevez monsieur M, qui est âgé de 69 ans et qui est porteur d'une prothèse valvulaire aortique depuis de nombreuses années. Son cardiologue l'envoie parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas vu de dentiste depuis au moins 3 ans, hein, si ce n'est pas plus. Et du coup, il lui fait faire un panoramique dentaire et il lui dit d'aller vous voir. Donc, après l'examen clinique et radiologique, alors je vais peut-être vous agrandir la panneau. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour la regarder. Bon, voilà, je pense que vous en avez fait le tour, hein. On voit qu'il y a des dents à l'état de racine, on voit qu'il y a une maladie parodontale, on voit qu'il y a une lésion apicale ici sur la 25. Bref, on voit quand même 2-3 trucs sur cette radio. Donc, qu'envisagez-vous? Alors, voilà. Allez-y, je vous laisse répondre. Donc, soit vous prévoyez uniquement l'avulsion de la 25 qui présente une lésion périapicale, soit vous prévoyez là où les avulsions que vous jugez nécessaires sous antibiothérapie débutées 24 heures avant le geste et que vous poursuivez pendant 7 jours, soit vous prévoyez là où les avulsions sous antibioprophylaxie, soit vous prévoyez là où les avulsions sans aucune prescription antibiotique. Donc, la bonne réponse, c'est... Et félicitations aux 27 qui ont bien répondu. Vous prévoyez là où les extractions sous antibioprophylaxie. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que l'avulsion de la 25 à faire. Hein, donc, la proposition 1 était fausse, mais personne n'a répondu ça. Par contre, je vois qu'il y a 8 participants qui ont répondu qu'on met en place une antibiothérapie débutée 24 heures avant le geste et poursuivie 7 jours. Pourquoi cette réponse est fausse? Eh bien, même justification que pour le cas précédent, il n'y a pas d'infection aiguë avérée chez ce patient. Il a une lésion inflammatoire chronique apicale au niveau de sa 25 qui est là depuis fort longtemps. Hein. Vu la taille de la lésion, elle n'est pas apparue la semaine dernière. Donc, bien évidemment, on respecte la recommandation et chez un patient à haut risque d'endocardite infectieuse, avant un geste bactériémique, c'est uniquement une prophylaxie qui est mise en place. On n'est pas là pour traiter une infection, on est là pour prévenir la greffe d'une bactérie sur l'endocarde ou sur la valve, en l'occurrence du patient. Donc, ça ne sert à rien de lui mettre 7 jours d'antibio, c'est juste l'antibioprophylaxie flash juste avant le geste. Et personne n'avait répondu qu'on ne mettait pas d'antibiotiques, heureusement, parce que ça, c'était aussi une réponse complètement fausse. Alors, maintenant, c'est la question molécule. Concernant la prescription antibiotique chez ce patient, allez-y, vous pouvez voter. Qu'est-ce que vous lui mettez en route? Est-ce que vous lui mettez 2 grammes d'amoxicilline en une prise 1 heure avant le geste? Est-ce que vous lui mettez 3 grammes d'amoxicilline en une prise 1 heure avant le geste? Est-ce que vous prévoyez
une antibioprophylaxie avant chaque séance de soins, quelle qu'elle soit, chez ce patient puisqu'il est à haut risque d'endocardite? Est-ce que, une fois l'ordonnance entre les mains, le patient se souvient qu'il est allergique aux pénicillines et du coup, vous lui mettez 2 comprimés de spiramycine métronidazole 1 heure avant le geste? Alors, la réponse correcte, c'était vous prescrivez une antibioprophylaxie à raison de 2 grammes d'amoxicilline en une prise 1 heure avant le geste. Je vois que certains avaient répondu 3 grammes. En fait, ça, c'était la dose recommandée avant la révision des recommandations en 2011. Effectivement, quand moi j'étais à la fac, j'ai appris 3 grammes 1 heure avant. Il y a plein d'études internationales, etc., qui ont montré que c'était pas plus efficace de mettre 3 grammes que 2. Donc en fait, maintenant, depuis 2011, c'est 2 grammes d'amoxicilline 1 heure avant le geste en prophylaxie. Ensuite, il y a 2 personnes qui ont répondu que l'antibioprophylaxie serait nécessaire avant chaque séance de soins auprès de ce patient. C'est une réponse fausse pour la simple et bonne raison que l'antibioprophylaxie n'est indiquée que en cas de geste bactériémique. Si vous voyez votre patient pour lui faire des empreintes pour un complet, si vous voyez votre patient, ou pour enfin je dis un complet, mais ou pour une papille, peu importe, mais si vous voyez votre patient pour faire des empreintes, pour faire un soin de carie qui n'est pas proche de la pulpe, si vous voyez votre patient pour une levée de fil de suture, tout ça, ce sont des gestes que vous pouvez faire sans antibioprophylaxie parce qu'ils n'engendrent pas de bactériémie. En tout cas, pas de bactériémie majeure. Cela ne vous dispense pas de faire un bain de bouche d'1 minute à la chlorhexidine 0,2% avant votre soin. De toute façon, c'est toujours bénéfique pour le patient. À ceux qui ont répondu que la 4e proposition était vraie, eh bien non, elle est fausse parce que ça n'est pas l'association spiramycine-métronidazole qui est recommandée en cas d'allergie à la pénicilline. En cas d'allergie à la pénicilline, la molécule recommandée, c'est la dalacine. D'ailleurs, dalacine, c'est le nom commercial, c'est la clindamycine. On en reparlera un petit peu plus loin, je vais vous réafficher les recommandations. Alors, je vous rappelle sur cette diapo les modalités de l'antibioprophylaxie en odontologie. Antibioprophylaxie, c'est valable pour tous les patients qui nécessitent une antibioprophylaxie. Donc, à la fois pour les patients qui sont à risque d'endocardite infectieuse, mais aussi pour les autres gestes pour lesquels une antibioprophylaxie est indiquée. Par exemple, moi, dans mon exercice en chirurgie orale, il est recommandé de mettre en place une antibioprophylaxie avant d'extraire des 3e molaires mandibulaires, donc des dents de sagesse mandibulaires incluses ou enclavées ou en désinclusion. Donc systématiquement, chez les ados ou les adultes jeunes qui pourtant n'ont aucun antécédent, avant de leur faire leurs dents de sagesse mandibulaire, je leur mets en place une antibioprophylaxie selon les mêmes modalités que celles qui sont affichées à l'écran. Et en aucun cas, je ne leur mets 1 semaine d'antibiotiques pour couvrir un pseudo-risque d'infection après des dents de sagesse. La recommandation, c'est uniquement 2 grammes d'amoxicilline 1 heure avant, et c'est tout ce qu'ils ont. Et je peux vous assurer, alors au début, j'ai eu peur. Parce que moi, quand j'ai été formée, c'est pas ce que j'ai appris. On avait tous 1 semaine d'antibio pour les dents de sagesse. C'est comme ça que j'ai appris. C'est ce que j'ai eu moi-même pour mes dents de sagesse. Et donc, tout au début, quand je me suis dit non, mais là, c'est n'importe quoi. Maintenant, il faut respecter les recommandations. Je vous avoue que j'ai quand même un petit peu serré les fesses en me demandant si j'allais pas avoir un retour de bâton et qu'ils n'allaient pas tous arriver avec des cellulites à J7 ou à J14 post-opératoire. Bon, bah, je peux vous assurer que ça fait maintenant au moins 8 ans, je pense, que je respecte la recommandation et que je me contente d'une antibioprophylaxie, mais je n'ai pas plus d'infection qu'avant. Par contre, je fais bien faire un bain de bouche antiseptique avant les extractions, qu'elles soient de dents de sagesse ou autres d'ailleurs. Je vérifie que le patient a bien pris son antibioprophylaxie avant le geste. Et puis, je lui fais bien faire des bains de bouche antiseptiques pendant 1 semaine après les extractions, à commencer tout de suite. Alors que moi, j'avais appris, ah oui, il ne faut pas déstabiliser le caillot, donc on leur fait commencer 48 heures après. Mais c'est dans les 48 heures, quand c'est encore pas bien fermé, en fait, que ça peut s'infecter. Donc, le bain de bouche antiseptique qu'on donne en post-opératoire des extractions, qu'elles soient de dents de sagesse ou autres, c'est tout de suite. Et si on a peur que ça déstabilise le caillot, eh ben, on fait tamponner avec des compresses imbibées de chlorhexidine, mais on fait bien nettoyer la plaie comme on ferait bien nettoyer une plaie avec des points de suture au niveau cutané. C'est exactement le même principe.
Donc, je ferme la parenthèse et je reviens sur les modalités de l'antibioprophylaxie en odontologie. C'est une dose unique 30 à 60 minutes avant un geste bactériémique. Dans notre sphère en odonto, c'est 2 grammes d'amoxicilline avant le geste, 50 mg par kilo, pareil, en une prise chez l'enfant. Chez le patient qui est allergique aux bêta-lactamines, donc aux pénicillines, c'est 600 mg de clindamycine ou 20 mg par kilo de clindamycine chez l'enfant supérieur à 6 ans. En dehors de tout phénomène infectieux aigu. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous enlevez une dent en urgence à un patient qui est infecté, qui a un début de collection vestibulaire ou un début de cellulite ou du pus qui coule quand vous enlevez la dent, bien évidemment, vous êtes en présence d'une infection avérée. Et dans ce cas-là, en complément de votre geste technique, qui d'ailleurs est le principal, hein, mais vous devez mettre en place une antibiothérapie pour traiter l'infection dans les suites de votre geste. Donc, on doit, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, toujours bien faire la différence entre la nécessité d'une antibiothérapie ou d'une antibioprophylaxie. Et c'est ça qui n'est pas toujours clair dans la tête des praticiens, et je ne dis pas que c'est simple. On va traiter ensemble un dernier cas clinique qui couvre encore une autre situation. Et il s'agit de Madame V qui a 58 ans, qui est porteuse d'une polyarthrite rhumatoïde pour laquelle elle est traitée par golimumab, qui est donc du Simponi, 50 mg à raison d'une injection par mois, et par méthotrexate. Elle est en vacances en Bretagne pour 3 semaines et elle vient en urgence parce qu'elle présente des douleurs récentes sur 47. À l'examen clinique, vous notez une petite voussure et un érythème en regard de cette dent. Et alors, normalement, il y avait une radio, mais ça a planté. Je n'ai pas la radio. Alors, ce n'est pas grave, je vais vous faire la description. Vous faites la radio et vous vous rendez compte que la 47 qui était dépulpée et couronnée, sans foyer infectieux apical, présente malheureusement une fracture longitudinale de la racine mésiale. Et donc, cette 47 n'est pas conservable. Je ne sais pas pourquoi ma radio a sauté. Bref, peu importe. Vous pouvez vous lancer dans la réponse. Je vois qu'il y en a déjà un qui s'est lancé. Donc, soit vous extrayez immédiatement la dent sans prendre de précautions particulières, soit vous prescrivez à la patiente une antibioprophylaxie à prendre 1 heure avant l'avulsion et vous lui redonnez rendez-vous la semaine suivante. Vous prescrivez une antibiothérapie pour 7 jours et vous lui dites de revoir son dentiste en rentrant de vacances chez elle à Nancy. Ou vous lui prescrivez une antibiothérapie pour 7 jours et vous lui redonnez un rendez-vous la semaine suivante puisqu'elle est là pendant 3 semaines pour réaliser vous-même l'extraction. Allez-y, à vos votes. C'est sûr, c'est un cas un petit peu plus complexe à cause des traitements, mais c'est malheureusement ce qui va de plus en plus, enfin qui est déjà de plus en plus votre lot quotidien en cabinet, et vous le savez, hein. Il y a de plus en plus de patients qui présentent des maladies inflammatoires chroniques de différents types. La polyarthrite en est un exemple. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en délester et les envoyer en milieu hospitalier. C'est des patients qui peuvent tout à fait être pris en charge en cabinet libéral et qui doivent être pris en charge en cabinet libéral. Mais c'est sûr que ça donne un petit peu plus de gymnastique intellectuelle quand on doit s'en occuper. Je vous donne la réponse. Donc, la bonne réponse, c'était de lui prescrire une antibiothérapie pour 7 jours et de lui redonner un rendez-vous la semaine suivante pour faire l'extraction. Alors, pourquoi le vous extrayez immédiatement la dent sans précaution particulière n'est pas une bonne réponse? Parce que cette patiente, elle a 2 traitements qui sont immunosuppresseurs pour sa polyarthrite rhumatoïde, et donc on ne peut pas se permettre de ne pas la traiter sous antibiotiques. On ne peut pas se permettre de ne pas lui mettre d'antibiotiques, étant donné qu'elle présente une infection. Ensuite, la deuxième, c'était vous prescrivez à la patiente une antibioprophylaxie à prendre 1 heure avant l'avulsion et vous la revoyez la semaine suivante. Pourquoi l'antibioprophylaxie ne suffit pas? C'est parce que vous êtes en présence d'une infection avérée, en plus chez une patiente qui appartient à la catégorie des patients immunodéprimés. Donc, vous ne pouvez pas la laisser repartir avec son abcès. On a dit dans la description du cas qu'elle avait une voussure, donc ça veut dire qu'il y a déjà probablement une collection qui est en train de se mettre en place en vestibulaire de cette dent.
Vous avez vu sur la radio qu'elle est fracturée. Donc, il y a de grandes chances pour que l'infection ait déjà débuté et donc vous ne pouvez pas vous contenter de juste une antibioprophylaxie chez cette patiente qui est immunodéprimée. En revanche, si vous aviez par exemple diagnostiqué une fissure radiculaire à la radio mais sans aucun signe clinique, sans signe infectieux et juste et sans lésion radiologique associée, en dehors de la fracture, oui, vous auriez pu remettre effectivement la patiente pour l'extraction avec uniquement une antibioprophylaxie. Mais là, ce n'est pas le cas. Cette patiente, elle est infectée, donc il faut traiter son infection. Vous prescrivez une antibiothérapie pour 7 jours et vous lui dites de revoir son dentiste en rentrant de vacances. Ça, c'est pas raisonnable non plus. La patiente, elle est là pour 3 semaines. Vous n'allez pas lui mettre 3 semaines d'antibiotiques. Ça, c'est pas la bonne attitude. Lui mettre 1 semaine d'antibiotiques, certes, ça va résoudre son problème de voussure, etc. Mais en aucun cas, ça ne va traiter son infection. Ça va uniquement traiter l'infection aiguë, mais ça ne va pas résoudre son infection chronique. Il est impératif d'extraire la dent. Et chez une patiente où le risque infectieux est majoré, puisque cette patiente elle est immunodéprimée à cause de ces traitements, ça n'est pas raisonnable de la laisser repartir et puis d'attendre qu'elle voie son dentiste peut-être encore 1 mois plus tard quand elle va rentrer de vacances. Donc, la bonne attitude, c'est ce qu'ont répondu là 33% des participants et de prescrire une antibiothérapie pour 7 jours et de lui redonner un rendez-vous la semaine suivante pendant qu'elle est encore couverte par le traitement antibiotique pour lui faire son extraction. Alors, concernant l'antibiothérapie à mettre en place chez cette patiente, vous lui prescrivez 1 gramme d'amoxicilline à prendre matin et soir pendant 1 semaine. Soit vous lui prescrivez 300 mg de clindamycine à prendre matin, midi et soir pendant 7 jours, donc ça va faire 900 mg jour pendant 1 semaine. Soit vous lui prescrivez l'association spiramycine, je dis n'importe quoi, amoxicilline acétylclavulanique à prendre matin et soir pendant 7 jours, donc à raison de 2 grammes par jour. Soit vous lui prescrivez 2 comprimés de l'association spiramycine métronidazole à prendre 3 fois par jour pendant 7 jours. Allez-y, à vos votes. Pour répondre à une des questions, là, je vois dans le groupe, il y a peut-être une coquille dans l'énoncé. Il y avait eu le cas d'avant, un antibiotique dont le patient était allergique, c'est ça? C'était une proposition dans les réponses. Ah oui, ok. Bah, du coup, ok. Quelqu'un n'a pas compris la réponse. Ok, c'est bon. C'était une proposition dans les réponses où, tiens, le patient se rend compte qu'il est allergique à la pénicilline et du coup, à la place de la pénicilline, vous lui mettez spiramycine métronidazole. Et j'avais répondu que ce n'était pas la bonne réponse parce que ça n'est pas l'association spiramycine métronidazole qui est recommandée en cas d'allergie aux bêta-lactamines, c'est la clindamycine. Ok, ça répond. Ça va, ça répond à la question? Je pense, oui. Ok, super. De toute façon, je vais bientôt avoir fini la présentation, donc on pourra en redébattre après si besoin. Et bien, du coup, pendant ce temps-là, on est arrivé à 36 sur 50, donc je vais vous donner la réponse. Bravo aux 4 qui ont répondu qu'on mettait de la clindamycine. Alors, c'était un peu le piège. Certains ne le savent peut-être pas. En fait, on évite de mettre de l'amoxicilline aux patients qui sont sous méthotrexate parce que l'amoxicilline augmente la toxicité hématologique du méthotrexate. Donc, normalement, dans ce cas-là, on se reporte aux recommandations. Qu'est-ce qu'on met quand on ne peut pas mettre d'amoxicilline? On met de la clindamycine. Là, en l'occurrence, on n'est plus en prophylaxie, on est en thérapie. Donc, c'est 900 mg à 1200 mg par jour. Donc là, dans la réponse 2, c'était 900 mg jour à répartir en 3 prises pendant 1 semaine. Donc, c'était effectivement la bonne réponse. Et les 83% qui avaient mis amoxicilline, oui, si on suivait la recommandation, c'était juste, mais malheureusement, à cause du méthotrexate, on ne pouvait pas mettre ça à cette patiente. Ou en tout cas, ça n'est pas une bonne idée. Bien évidemment, on ne met pas de l'augmentin là en première intention. Il n'y a pas de signe de gravité chez cette patiente. Et même réponse que la justification précédente, ça n'est pas l'association spiramycine métronidazole qui est recommandée en cas d'impossibilité de mettre de l'amoxicilline. Donc, on se replie sur la clindamycine. Donc, ce qu'il faut retenir en antibiothérapie en odonto, c'est que finalement,
la prescription d'antibiotiques en médecine bucco-dentaire, elle est réservée à des situations assez peu fréquentes. En tout cas, en antibiothérapie. La prophylaxie, c'est différent, mais en ce qui concerne l'antibiothérapie, finalement, les situations sont assez rares. Il faut distinguer les situations qui sont réellement infectieuses, aiguës, qui nécessitent une telle prescription. Par exemple, un patient qui va se présenter avec une petite fistule vestibulaire sur une lésion apicale chronique qui est là depuis très longtemps et qui régulièrement se réactive et qui coule sans aucune douleur. Hein. Le patient, il a pas mal. Il se rend juste compte qu'il a sa petite fistule avec du pus qui coule. Il faut arrêter de lui mettre une semaine d'antibio à chaque fois. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est traiter sa dent. Donc, démonter sa couronne ou le soin, reprendre le traitement endodontique, mais en aucun cas, on ne traite une infection chronique apicale par des cures itératives d'antibiotiques. Ça, c'est pas acceptable. L'antibiothérapie, d'autre part, ne doit pas pallier un manque d'hygiène orale. Ce n'est pas parce qu'on fait des extractions dans une bouche un peu catastrophique qu'on doit mettre en place une antibiothérapie. Ça ne se substitue pas aux règles d'asepsie inhérentes à toute pratique de soins, bien évidemment, mais ça ne se substitue pas non plus à la brosse à dents du patient. Je vous ai remis ici une capture d'écran des antibiotiques recommandés en première intention et en deuxième intention dans différentes situations. Le cas général, c'est différentes infections dont on a pu parler à travers les différents cas cliniques. Là. Ensuite, il y a les cas un peu particuliers, notamment de maladies parodontales nécrosantes. Très sincèrement, si je vois une gun par an, je pense que c'est le bout du monde. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, c'est métronidazole à raison de 1500 mg par jour en 2 ou 3 prises, pendant une semaine toujours. En cas de parodontite agressive localisée, donc ça c'est pareil, c'est plutôt rare et c'est plutôt chez des gens jeunes. La molécule recommandée, c'est de la doxycycline 200 mg par jour en une prise, toujours pendant 7 jours. Pour les parodontites agressives, qu'elles soient localisées ou généralisées et en complément en fait du traitement initial de parodontologie, il peut être nécessaire parfois de mettre en place de l'amoxicilline et du métronidazole, ou en cas d'allergie aux pénicillines, on se contente du métronidazole seul. Et c'est bien la seule recommandation de l'augmentin en première intention, alors en dehors des cellules graves, mais c'est la sinusite maxillaire aiguë d'origine dentaire. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure au début de la présentation. Et dans ce cas-là, on met de l'augmentin. Et en cas d'échec du traitement de première intention pour ces sinusites maxillaires aiguës, on met de la pristinamycine, c'est-à-dire de la piostacine. C'est la dernière indication de piostacine en odonto. C'est un médicament qui coûte extrêmement cher, qui n'est pas forcément bien toléré. En plus, ce n'est pas toujours facile de s'en procurer. Parfois, les pharmacies sont obligées de le commander maintenant. Donc, vraiment, essayez de vous souvenir que la piostacine, c'est un médicament que vous ne devez quasiment jamais prescrire, sauf en cas d'échec du traitement par augmentin chez les patients pour lesquels vous avez diagnostiqué une sinusite maxillaire aiguë d'origine dentaire. Donc déjà, on n'en a pas toutes les semaines au cabinet. Et en plus, c'est uniquement le traitement de deuxième intention. Pour tous ces médicaments, le traitement, c'est 1 semaine d'antibiotiques, sauf pour l'azithromycine où c'est 3 jours. Donc, pour notre avenir, souvenez-vous que les antibiotiques doivent être utilisés de manière responsable pour prévenir l'émergence et la propagation des résistances bactériennes. On évite l'utilisation inutile d'antibiotiques. Alors, j'aurais dû mettre à très large spectre parce que l'amoxicilline, c'est déjà un antibiotique à large spectre, mais on évite de rajouter un inhibiteur de bêta-lactamase, c'est-à-dire de prescrire de l'augmentin. On évite de prescrire en première intention une antibiothérapie double, et notamment l'association spiramycine-métronidazole. Le problème de cette molécule, ce n'est pas qu'elle ne marche pas. Le problème de cette molécule, c'est que c'est une bithérapie et que dans toutes les disciplines médicales, quelles qu'elles soient, il n'y a pas d'indication à prescrire sur une infection simplement traitable par une antibiothérapie unique. Il n'y a aucune indication à prescrire 2 antibiotiques en même temps. Quand on y réfléchit, ça n'a pas de sens. Ensuite, il faut absolument optimiser nos prescriptions pour limiter les effets secondaires courants et surtout aider à la bonne observance du traitement. Et puis, garder à l'esprit cette recommandation de l'ESCMID, qui est la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease,
donc la Société européenne de maladies infectieuses, c'est que tout prescripteur indépendant doit reconnaître qu'il est de son devoir de coopérer avec des experts plus expérimentés que lui. Ce n'est pas les infectiologues présents qui vont me contredire, telle qu'une équipe de gestion des antimicrobiens, lorsqu'un tel savoir-faire est nécessaire. C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui est infecté, vous lui avez mis une semaine d'amoxicilline, ou au bout de 3-4 jours, on s'est rendu compte que ça n'avait pas bien fonctionné et le patient il est toujours infecté. Vous avez remplacé votre prescription par de l'Augmentin. Malgré ça, ça n'évolue pas bien. Stop, stop. On appelle l'infectiologue. Normalement, maintenant, dans quasiment toutes les régions, il y a une ligne téléphonique de conseils en antibiotiques, enfin pour la médecine de ville, et quand je dis médecine, c'est médecine au sens large, les chirurgiens dentistes en font partie. Si vous avez besoin d'un conseil en antibiothérapie, vous téléphonez, on n'essaye pas à sa sauce de se dire, l'Augmentin, ça n'a pas marché, du coup, je vais rajouter du métronidazole en plus. Finalement, peut-être que l'association spiramycine-métronidazole, ça aurait mieux marché. Non, on n'essaie pas dans son coin, et c'est valable en cabinet de ville, mais aussi à l'hôpital, de mettre en place différentes thérapies antibiotiques en espérant venir à bout d'un truc qui ne marche pas. Donc, alors, si je peux me permettre, sur le site antibiotique avec un s-bretagne.fr, vous aurez une carte régionale avec tous les numéros d'avis secteur par secteur. Voilà. Donc, vous pourrez directement retrouver le numéro qui vous est consacré. Voilà. Ouais, ça, c'est super. Merci. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va avoir maintenant un temps d'échange et de questions. Souvenez-vous qu'on a besoin de vous, chirurgiens dentistes, pour lutter contre l'antibiorésistance. Vous pouvez, comme moi, vous engager à devenir un gardien antibiotique en allant visiter ce site. Vous verrez, donc c'est un site qui a été créé par différentes associations et qui est en anglais, mais qui a été décliné dans plein de langues, y compris le français. Il y a des réponses en fait très générales sur le bon usage des antibiotiques auxquels les chirurgiens dentistes, en fait, vous allez sélectionner votre spécialité et donc vous aurez des questions adaptées à votre spé et une fois que vous avez bien répondu à tout ça, vous gagnez votre petit diplôme de gardien antibiotique que vous pouvez tout à fait afficher dans votre salle d'attente. Ça vous permet aussi de montrer aux patients que vous êtes impliqué dans le bon usage et dans la lutte contre l'antibiorésistance et ça aide à faire passer le message quand ils disent ah mais pourquoi vous ne mettez pas d'antibiotiques. Ça vous permet aussi de justifier un peu votre position. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Guillet. Alors, on va essayer de lire ensemble les différentes questions. Alors, peut-être qu'il y a déjà eu la réponse, mais c'est apparu après, je pense. La plupart des infections dentaires sont causées par des anaérobies. Pourquoi la spiramycine métronidazole n'est-elle pas recommandée que dans 5% des cas? Et pourquoi, malgré les recommandations depuis 30 ans, ne pas prescrire cette association? Elle reste très prescrite. Ne serait-ce pas parce qu'elle est plus efficace que l'amoxicilline? Alors non, pas du tout. Elle n'est pas plus efficace que l'amoxicilline sur les germes qui sont impliqués dans notre sphère. Effectivement, il y a des germes anaérobies, mais pas uniquement. Moi, je vois très bien, à l'hôpital, ça nous arrive d'avoir des infections graves et donc on fait des prélèvements qui sont envoyés en bactériaux. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas des anaérobies qui poussent à chaque fois, bien au contraire. C'est majoritairement la flore commensale de la cavité buccale qui est impliquée. Donc, c'est du Streptococcus constellatus, du Streptococcus intermedius. Bref, ça n'est pas du tout que des germes anaérobies, bien au contraire. Cette spécialité, elle a été créée par un laboratoire, je ne sais même plus lequel d'ailleurs, mais peu importe, il y a effectivement très longtemps et elle a été vendue comme l'antibiotique des dentistes pendant très longtemps. Aujourd'hui, il y a encore, je crois, c'est 56% des prescriptions faites par les dentistes qui sont de cette association spiramycine non, d'ailleurs, je vous dis une bêtise parce que maintenant, c'est l'amoxicilline. Donc, c'est l'amoxicilline qui est bien prescrite en première intention par les chirurgiens dentistes, mais effectivement, arrive en deuxième position ou troisième position cette association. Il y a un problème avec cette association, il est double. Le premier, je vous l'ai déjà dit dans ma présentation, c'est que c'est une double antibiothérapie et en aucun cas
on doit prescrire une antibiothérapie double en première intention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette association, telle qu'elle a été commercialisée, elle est sous-dosée. Donc, il y a même je pourrais la faire passer, il y a un avis, comment ça s'appelle? Un avis de l'ANSM, de la commission de transparence. Voilà, je cherchais le nom de la commission de transparence de l'ANSM. Je pourrais le faire passer à l'URPS, qui a montré en fait que cette association, elle n'est pas très efficace, elle n'est pas très bien dosée et au minimum, telle qu'elle est en fait indiquée notamment dans le Vidal, hein, si vous allez chercher, elle devrait être prescrite à raison de 2 comprimés 3 fois par jour, contrairement à ce qui est écrit dans le Vidal, si on voulait qu'elle soit efficace. Si vous prenez la recommandation pour chaque antibiotique qui compose cette spécialité pris indépendamment, on est loin de la dose efficace qui est telle qu'elle est commercialisée dans l'association. Et donc, quand c'est marqué dans le Vidal que c'est 2 à 3 comprimés par 24 heures, je crois que c'est comme ça que c'est indiqué, ce n'est pas suffisant. Il faudrait, pour que ça soit vraiment efficace et éviter de créer des résistances aux antibiotiques, la prescrire à raison de 2 comprimés matin, midi et soir. Et en plus, je vous l'ai dit, le fait de prescrire une double antibiothérapie en première intention n'a pas de sens. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui a mis le truc de la HAS peut-être. Enfin, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, pour moi, oui, j'ai bien compris. Parfait. Sinon, il y avait une question pertinente en ce moment. Là, on nous parle du manque d'amoxicilline. Comment faire du coup? Bah là, c'est un peu la galère. Eh ben, alors, c'est le moment ou jamais de bien réfléchir à est-ce que ma prescription est indispensable ou pas. Je crois que là, c'est vraiment le moment ou jamais. J'espère aussi que les pharmaciens vont jouer le jeu parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le début de l'année, si je ne m'abuse, les pharmaciens ont le droit de délivrer à l'unité les antibiotiques. Donc, ce qui serait pertinent, c'est que pour les patients qui n'ont besoin que d'une prophylaxie, on leur délivre uniquement la dose nécessaire pour la prophylaxie, soit 2 grammes, et que le reste des comprimés soit gardé à la pharmacie pour les gens qui en ont besoin. Après, si vraiment on se retrouve dans une situation catastrophique avec impossibilité de délivrer la dose nécessaire d'amoxicilline chez un patient qui présente une infection avérée, il faut se rabattre sur la clindamycine. Que prescrire pour une intervention sur un sinus sain? Alors, ça dépend quel type d'intervention. Si c'est pour un soulevé de sinus, par exemple, donc avec un comblement osseux sous-sinusien, normalement, c'est amoxicilline en prophylaxie. Après, si on fait une perforation de la membrane, comme ça peut parfois arriver quand on fait ce genre d'intervention, on n'a pas d'autre choix que de mettre de l'augmentin pendant une semaine, puisque c'est la recommandation. À partir du moment où il y a une communication bucco-sinusienne, c'est augmentin pendant 7 jours. Alors, retour sur la question de l'allergie à la pénicilline. Alors, je ne vois pas trop, mais la clindamycine est-elle aussi efficace? Oui, et alors la clindamycine, elle a plusieurs avantages. C'est que c'est une molécule antibiotique qui a une très bonne pénétration osseuse, meilleure que celle de l'amoxicilline même. Et du coup, oui, c'est tout aussi efficace. Alors, elle a un spectre un petit peu plus réduit, mais par contre, elle a une meilleure pénétration osseuse. Donc, ça peut être un avantage dans certaines infections. Alors, pour l'extraction des dents incluses, si on Oui. prescrit des corticoïdes pendant quelques jours, une antibioprophylaxie est-elle suffisante ou faut-il prescrire une antibiotique thérapie? Oui, c'est une très bonne question et la réponse est oui, l'antibioprophylaxie est suffisante. C'est pas en fait parce qu'on met des corticoïdes pendant quelques jours justement pour limiter l'œdème post-opératoire qu'on va forcément déclencher une infection. Nous, les infectiologues du CHU de Nancy, ils disent toujours qu'on ne devrait jamais voir les 2 prescriptions en fait sur la même ordonnance. Alors moi, sur mes ordonnances, ils le voient puisque par exemple, typiquement pour des dents de sagesse incluses, je mets 2 grammes d'amoxicilline 1 heure avant et ils ont ensuite 3-4 jours de corticoïdes. Mais en fait, je ne mets pas d'antibiotiques
antibiotiques pour couvrir le risque infectieux en raison de ma prescription d'anti-inflammatoires stéroïdiens. Et je peux vous assurer que même en faisant ça, j'ai pas plus d'infections qu'avant, bien au contraire. En fait, je pense que je suis même encore plus vigilante, je vous l'ai dit, hein, sur l'hygiène, la prévention en fait, des infections liées aux soins, hein, notamment la réalisation des bains de bouche avant, après, etc. Et je mets jamais d'antibiotiques, que ça soit sur mes résections apicales, sur la chirurgie des dents incluses. Et ils ont tous des corticoïdes 3-4 jours en post-op, tous sans exception. Quelqu'un demande, fait la remarque aux États-Unis, c'est d'autres antibiotiques qui sont utilisés. Est-ce que ça peut influencer et du coup changer notre pratique en France, parce qu'il va y avoir des recommandations bientôt? Alors, peut-être, après, aux États-Unis, si je ne me trompe pas, c'est aussi une aminopénicilline. Je me demande si ce n'est pas l'ampicilline même, et je crois que c'est la même chose en Australie. Alors, ce que je dis est à prendre au conditionnel parce que j'ai pas relu de papier là cette semaine, mais j'avais lu des trucs là-dessus cet été. Et je crois que c'est de l'ampicilline. Et l'ampicilline, eh ben, en fait, le spectre est plutôt un peu plus réduit que celui de l'amoxicilline. Donc peut-être que oui, on arrivera à réduire encore le spectre de ce qu'on utilise chez nous. Après, pour rebondir sur ce sujet, par exemple, dans les pays scandinaves, ils n'utilisent pas l'augmentin. Et ils n'ont pas plus de morts que chez nous liées à des infections dentaires. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on se remette en question sur l'utilisation de cette molécule qui est très génératrice d'antibiorésistance. Et en Europe, il y a un vrai gradient nord-sud, hein, c'est-à-dire qu'en Scandinavie, ils ne l'utilisent pas du tout. Nous, on l'utilise quand même pas mal. Et alors, le pompon, c'est en Italie et en Espagne où ils mettent de l'augmentin en veux-tu, en voilà. Et ça, c'est vraiment pas la bonne attitude. Merci. Et sinon, quelqu'un me pose la question des antibiotiques utilisés pour les extractions avec alvéolectomie. Alors, ça a coupé. Je Une reconstitue si extraction j'ai bien avec une compris. La question est de mettre. alvéolectomie associée. Ouais, extraction avec alvéolectomie, ça ne change rien. C'est pas parce que vous faites une alvéolectomie de fou et même jusqu'à l'apex que ça nécessite une antibioprophylaxie ou une antibiothérapie. En aucun cas. Et moi qui ne fais que ça, je passe mes journées à faire des extractions dentaires. Je peux vous assurer que je n'ai pas plus d'infections chez les patients à qui j'ai fait des alvéolectomies. Ils ont souvent un petit peu plus mal, ça c'est vrai. Mais par contre, ça ne s'infecte pas plus. Il n'y a pas d'autres questions. J'ai vu quelqu'un poser une question sur les résistances pour les vétérinaires, mais on est hors sujet par rapport à ce soir. Tout ce que je peux répondre, c'est qu'il y aura accès à des documents, dont un texte qui répond à la question sur le site du CRATV antibiotique avec un s-bretagne.fr qui va sortir bientôt. Donc, vous pourrez aller fouiller là-dessus. Quelqu'un fait la remarque qu'à la faculté dentaire, dès qu'on mettait une éponge hémostatique, il fallait mettre des antibiotiques. Mon Dieu, j'espère que c'était en 1950. J'exagère, Quel mais âge avez-vous, Gaëlle? Je ne sais pas. ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. Vous imaginez, ça veut dire que c'est chez tous les patients à risque hémorragique à qui on met une éponge hémostatique pour limiter le risque de saignement post-opératoire, on devrait mettre des antibiotiques. Non, c'est de la folie. J'espère que la personne qui vous a appris ça à la fac a pris sa retraite. Pour le haut risque d'endocardite, est-ce Oui. que la pose d'une digue, d'une matrice qui peuvent léser la gencive sont-elles bactériémiques? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous épluchez les recos de la NSM de 2011, là, le truc, les tableaux un peu indigestes que je vous ai mis en vert, c'est bien marqué que la manipulation de la gencive et donc la pose du champ opératoire, c'est vraiment écrit comme tel, doit nécessiter la mise en place d'une prophylaxie. Donc effectivement, si vous prévoyez un geste initialement non bactériémique, mais pour lequel, par exemple, un collage, une pose de couronne avec un collage et vous décidez, alors moi je suis nulle pas de couronne, mais d'inlay, onlay, enfin je ne fais pas du tout ces pratiques-là, mais si vous devez faire un collage, je sais que vous mettez la digue, même si théoriquement le collage n'est pas bactériémique, le fait de mettre en place la digue justifie du coup de mettre en place une prophylaxie. Question très pertinente, vous avez raison. Alors,
Quelqu'un fait une remarque concernant la durée de prescription en curatif. Oui. De son souvenir, c'était plutôt 6 jours et pas 7. Vous confirmez que c'est bien 7 jours? Oui, la recommandation, c'est 7 jours. Après, on va me répondre que c'est un peu con parce que dans la plupart des boîtes d'amoxicilline, il y a le traitement pour 6 jours. Donc bon, après, j'ai envie de dire que alors, je vais quand même, c'est dommage, je vais me tirer une balle dans le pied, mais je vais quand même être très honnête. La durée de prescription des antibiotiques et en l'occurrence de l'amoxicilline, a été, étudiée de façon un peu, arbitraire et ça fait partie au niveau international des choses qui sont à revoir. C'est-à-dire que, on ne peut pas certifier et je parle sous couvert des infectiologues, mais on ne peut pas certifier actuellement que 7 jours d'amoxicilline, c'est mieux que 6 jours d'amoxicilline. Donc là, les recommandations que je vous ai éditées, c'est celles qui sont effectivement en vigueur. Peut-être que dans 5 ans, on dira que pour une infection dentaire, on ne prescrit plus de l'amoxicilline, mais de l'ampicilline et que c'est plus 7 jours, mais 5 jours. Peut-être que les choses vont être revues à la baisse et voilà, je ne veux pas me prononcer. Donc, en tout cas, la recommandation actuelle, c'est 7 jours. On essaie de faire le nécessaire, mais effectivement, quand c'est comme ça, souvent les patients, ils repartent avec 3 boîtes parce que ils ont, enfin, ou 2 boîtes parce que dans une seule, il y a le traitement que pour 6 jours. Bon, c'est comme ça. Mais j'espère qu'avec la délivrance à l'unité, les choses vont un petit peu changer. Quelqu'un demande confirmation que si on travaille proprement avec une digue pour une carie simple, est-ce que l'antibioprophylaxie est nécessaire? Est-ce qu'on risque une endocardite, j'imagine, pour les personnes à risque? Alors, si c'est la question est posée pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, comme je viens de le dire, la pose du crampon malheureusement, occasionne une bactériémie et donc nécessite la mise en place d'une prophylaxie avant. Par contre, si c'est un soin de carie simple, sans nécessité de mettre en place la digue, il n'y a pas besoin de mettre en place une antibioprophylaxie. J'espère que j'ai été claire. Il y a une remarque, je me permets peut-être de répondre sur un questionnement sur les données d'utilisation de l'augmentin systématique par les généralistes, quelle que soit l'origine d'une douleur dentaire. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Pas que je Effectivement, je pense qu'on est sache. mauvais par rapport à ça, mais je pense qu'on est à très, très de grandes Bah, lacunes en dentisterie, quoi. oui, après, c'est pas forcément facile pour les généralistes non plus. Hein. C'est pas de leur formation d'être. En fait, je pense que souvent les généralistes, ils sont démunis devant la douleur. Un patient qui débarque avec une cellulite comme ça, bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir qu'il a une infection dentaire. Jusque-là, tout va bien. Donc, on lui met en place un traitement antibiotique, idéalement amoxicilline en première intention. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Par contre, un patient qui vient avec des douleurs, parfois et c'est malheureusement le problème, c'est sur des pulpites irréversibles qui sont extrêmement douloureuses et pourtant c'est uniquement des douleurs inflammatoires, hein, il n'y a absolument pas de composante infectieuse là-dedans. C'est sur ces douleurs-là que le généraliste se dit c'est pas possible, le patient il a tellement mal, et même parfois certains confrères dentistes hein, qui se disent c'est pas possible, le patient il a tellement mal, c'est infecté, et du coup le patient il repart avec une prescription d'amox ou d'augmentin pour une pulpite. Et ça c'est vrai que ça fait suer quoi, vraiment ça fait suer. J'ai des remerciements, beaucoup, Bah, plusieurs. merci. J'espère que ça vous aura été utile surtout. Et merci beaucoup pour cette intervention qui visiblement a fait l'unanimité chez nos confrères, enfin mes confrères dentistes. Bah, tant mieux, Oui, écoute, merci. N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, je pense que l'URPS pourra toujours me les faire parvenir par mail. Et puis j'espère vraiment que cette présentation vous aura été utile pour votre pratique au quotidien dès demain. Voilà. Merci. merci pour votre présence. Pour conclure la soirée, je vais laisser la parole au docteur Marco, élu aussi à l'URPS, chirurgien dentiste, et on vous remercie encore une fois pour votre présence et votre participation à cette partie interactive qui a été très intéressante. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, on arrive à la fin de cette visioconférence. Sachez que par le biais des charges d'admission, nous transmettrons par mail d'ici quelques jours le diaporama présenté, le replay de cette soirée ainsi que les liens vers les documents présentés.
Nous vous remercions beaucoup pour cette participation, vos questions nombreuses, toutes pertinentes, bien sûr. Et afin de vous déconnecter, on vous remercie de bien vouloir compléter notre court questionnaire de satisfaction en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran. Ça prend très peu de temps et vous pourrez ainsi faire remonter vos besoins, vos attentes. En cas de difficulté, vous retrouverez le lien du questionnaire dans la partie chat. Et ce soir, c'était la dernière visioconférence thématique organisée par l'URPS des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne pour l'année 2022. On tient à remercier énormément nos chargés de mission Marine Rossignol et Carline Olnet qui font un travail remarquable, qui ont organisé tout ça et qui m'ont même préparé le speech que je suis en train de vous lire, donc c'est génial. Voilà, surtout répondez au questionnaire si vous voulez bien. Et merci à tous et à très bientôt. Et à titre personnel, je remercie des intervenants parce que c'était très très intéressant. Moi qui suis un vieux qui prescrivrait encore 3 grammes d'amoxicilline, voilà, je sais que maintenant c'est 2 grammes grâce à vous. Merci encore. Avec plaisir, merci de votre accueil. Merci. Si Marine m'autorise à parler 2 secondes juste. En interpro, l'URPS travaille beaucoup aujourd'hui. Dominique Lobrizot, le président de l'URPS, comment les médecins, effectivement, nous interrogent souvent sur le problème de la prescription d'antibiotiques quand ils rencontrent des patients des urgences dentaires. Et moi, je leur dis à chaque fois, posez la question, est-ce qu'ils sentent au froid? Si ils sentent au froid, prescrivez pas d'antibiotiques. C'est aussi simple, enfin, c'est ce qui m'a paru le plus simple pour essayer d'éviter justement les surprescriptions d'antibiotiques. Ouais, c'est vrai que c'est un message à faire passer et c'est pas toujours simple des fois pour le patient d'y répondre, mais au moins on sait que s'il sent le froid, vous avez raison, c'est pas nécrosé. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci Merci. beaucoup à toutes Merci, et au à revoir, tous. bonne soirée. Merci. Bonne soirée.